Moi-même, je ne suis pas un spécialiste de droit économique, donc ce que je dirais vous paraîtra peut-être banal, mais une discussion peut-être permettra d'approfondir les différents éléments que je voudrais poser en guise d'introduction, sans être trop long. Cette communication donc se situera dans la droite ligne et dans le prolongement des travaux de Gérard Farjat. Nous avions eu assez peu d'occasions de nous voir, Gérard et moi. Il a fallu pour ça les colloques du Crédeco, mais nous étions liés par une réelle complicité intellectuelle et une profonde amitié. Je voudrais rappeler ça à titre de préambule. L'analyse que Gérard Farjat présentait dans sa thèse, puis dans son manuel de droit économique, cette analyse a été contestée, mais pour moi, à mes yeux, donc c'est toujours un point de départ nécessaire pour aborder cette question de l'ordre public économique. Analyse pionnière. Sans doute, dans un article fameux de 1934, Georges Ripert avait parlé de l'ordre public économique, c'était le premier qui en parlait réellement, et il avait distingué cet ordre public économique lié à la réglementation des rapports économiques de l'ordre public au sens du Code civil, de l'article 6 du Code civil, mais Georges Ripert liait très étroitement cette notion au développement de l'interventionnisme économique consécutif à la Première Guerre mondiale et au contexte de l'entre-deux-guerres. La perspective que Gérard Farjat va adopter dans sa thèse puis dans son manuel est une perspective plus large. Gérard considère que l'ordre public, je cite sa définition, ça regroupe l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics tendant à organiser les relations économiques. Et lui aussi estime que cet ordre public économique n'est pas, comme l'ordre public classique, une notion d'exception par rapport à l'ordre public classique, la liberté contractuelle est la règle, mais l'instrument d'une législation concurrente au droit civil classique. La perspective de Gérard Farjat le conduit à distinguer deux grandes catégories de règles relevant de l'ordre public économique. Une première catégorie de règles relatives à l'organisation de l'économie nationale, c'est ce qu'il appelle ordre public de direction. Et la seconde catégorie de règles, ce sont celles qui visent à la protection d'un co-contractant, ce qu'il appelle de l'ordre public de protection. Il y aurait donc deux grandes catégories, l'ordre public de direction et l'ordre public de protection. Mais Gérard Farjat distingue à partir de là, et pour moi c'est le point essentiel qui va me guider pendant cette communication, il distingue à partir de là deux types d'ordre public économique. Deux types d'ordre public économique. Il va donc beaucoup plus loin que Georges Ripert. L'ordre public libéral, formé d'un ensemble de règles impératives qui constituent le cadre de la vie économique, liberté du commerce et de l'industrie, réglementation restrictive des groupements, etc., et le modèle antithétique qui aurait succédé à cet ordre public libéral, passant par l'organisation des marchés, l'encadrement des rapports patrimoniaux, annonçant le développement d'un véritable droit économique que Gérard Farjat développera ensuite dans son manuel bien connu de droit économique. Ce modèle antithétique correspond assez bien à un modèle dirigiste, un modèle de dirigisme économique. La consécration de cette notion d'ordre public économique qu'on trouve très récemment dans la jurisprudence aussi bien européenne que nationale. Je revois à toute une série de décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation, le Conseil d'État et aussi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ayant donné ses lettres de noblesse à cette notion d'ordre public économique dans sa décision du 13 mai 2011. Dans cette décision du 13 mai 2011, le Conseil indique que l'atteinte à la liberté d'entreprendre doit être justifiée par les objectifs de préservation de l'ordre public économique et proportionnée à cette fin. Donc le Conseil constitutionnel donne son feu vert à cette notion d'ordre public économique. Donc on trouve cette notion dans toute une série de décisions juridictionnelles. Le Conseil d'État reprendra cette notion dans toute une série d'arrêts. Et une notion qui sera invoquée par la jurisprudence essentiellement pour justifier certaines limites à la liberté d'entreprendre.
Ces limites à la liberté d'entreprendre devant être justifiées par le souci d'assurer le bon fonctionnement du marché, le bon fonctionnement de la concurrence. Et donc cette pénétration, elle est récente, depuis les années 2000, de la notion d'ordre public économique dans la jurisprudence, donc dans le droit positif, cette pénétration apparaît ainsi indissociable à un contexte économique et politique d'ailleurs, marqué par la prédominance de la logique marchande, le recul de l'interventionnisme étatique. Et on voit bien que derrière cette conception que les juges se font de l'ordre public économique, apparaît une certaine vision des rapports entre l'État et l'économique, indissociable de la doxa néolibérale. Pour moi, ce n'est pas cette approche que j'adopterais. En suivant Gérard Farja, je pense qu'une approche plus large, débordant le seul cadre de l'inscription dans le droit positif, est à mon avis indispensable pour bien comprendre cette notion d'ordre public économique. C'est donc cette perspective qui avait été tracée par Gérard Farja que je retiendrai ici. L'idée que l'économie de marché a besoin pour exister, pour fonctionner, d'être encadrée, de s'appuyer sur un ensemble de règles. Et ça, je citerai quelques noms importants de la sociologie notamment, Max Weber l'avait parfaitement montré. Max Weber a montré qu'un lien étroit avait existé entre l'apparition de l'économie de marché et le processus d'autonomisation du droit dégagé de la religion, de la morale, mais aussi de l'économie. Pour Max Weber, l'économie de marché requiert un droit qu'il appelait séparé, un droit donc garantissant la liberté des échanges et le jeu de la concurrence. Sans doute, des marchés ont sans doute, et comme Poulain l'a montré, des marchés avaient pu être créés avant la formation des États, des marchés localisés, mais des marchés nationaux supposent l'apparition de certaines règles juridiques, l'apparition de l'État moderne, consécutif à l'apparition de l'État moderne. Donc les marchés sont en fait construits par les États à travers tout un ensemble de règles juridiques qui vont garantir propriété, liberté contractuelle, concurrence. Pour Ronald Coase aussi, grand spécialiste de l'économie des conventions, il est nécessaire d'établir des règles et des mécanismes de sanction pour que le marché existe en tant qu'institution. Des règles sont nécessaires, il n'y a donc pas, mais j'y reviendrai, de marché qui fonctionne de manière spontanée. Tout marché a besoin, pour exister, de s'appuyer sur un ensemble de règles. Donc, voilà, l'idée force qui me guidera, un ordre public a toujours été constitutivement présent au cœur de l'économie marchande. Constitutivement présent au cœur de l'économie marchande. Sans doute, au départ et pendant longtemps, jusqu'à ces toutes dernières années, cet ordre n'a pas fait l'objet d'une conceptualisation juridique, n'a pas encore été construit comme catégorie juridique. Pourtant, cet ordre a bien existé, existe bien à partir de la naissance de la logique marchande. C'est donc cette perspective large que je vais adopter dans le cadre de cette communication, allant donc bien au-delà de la consécration dans le droit positif que j'évoquais il y a un instant. Cette approche large que j'adopterai conduit à mettre en évidence les changements en profondeur qui ont affecté cet ordre public économique. Changements qui ont été indissociables de l'évolution des conceptions relatives au fonctionnement de l'économie de marché. Il y a donc eu un basculement des représentations, et basculement des représentations qui a été un puissant moteur de ces inflexions dans le fonctionnement de l'économie de marché. Alors bien évidemment, ici, je ne prétendrai pas dresser un panorama aussi complet que possible de la manière dont la relation entre l'État et l'économie a été pensée dans l'histoire des idées politiques, mais simplement évoquer le soubassement idéologique sur lequel se sont appuyées les différentes versions de l'ordre public économique qui se sont succédées au fil de l'évolution des pays libéraux. Et je serai donc conduit à distinguer 4 grandes configurations. Tandis que la dogmatique libérale implique un ordre public économique de portée limitée, ce sera mon premier point.
le terreau idéologique sur lequel va s'enraciner l'État-providence va conduire à une conception extensive de l'ordre public économique. La critique néolibérale a conduit à un recentrage de l'ordre public économique autour de la logique concurrentielle. La jurisprudence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure s'inscrit tout à fait dans cette perspective. Avant que les croyances dans les vertus de la mondialisation des échanges n'entraînent la conquête de nouveaux points d'ancrage pour l'ordre public économique, ce que j'évoquerai dans un quatrième temps. Premier temps, donc, première configuration, la dogmatique libérale, un ordre public économique circonscrit. La vision économique libérale a été construite à partir de sources multiples, bien évidemment. Je vous renvoie pour un exposé complet de cette vision à un livre publié par André Laurent et Vincent Valentin, Les penseurs libéraux. Donc la vision économique libérale a été construite à partir de sources multiples, comporte toute une série de variantes, je ne vais pas évoquer tout ça, mais elle repose sur une croyance fondamentale, une certaine conception de l'ordre public et social, l'idée selon laquelle l'équilibre économique est d'autant mieux assuré qu'il résulte du jeu des mécanismes de marché. Et qu'il faut éviter une intervention des autorités publiques qui risquerait de fausser ou de dénaturer ces mécanismes de marché. Tel qu'il est entendu, en effet, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et je vous renvoie ici aux travaux de Michel Foucault, notamment dans son livre son cours qui a été publié, Naissance de la biopolitique, le cours au Collège de France, 1978-1979. Tel qu'il est entendu, donc à partir du XVIIIe siècle, le concept de marché a peu à voir avec les marchés. Et Michel Foucault distingue les marchés de nature très diverse, qui étaient conçus, dit Michel Foucault, essentiellement comme des lieux de justice, à travers la triple fonction qui était assignée à ces marchés: réglementation, fixation du juste prix, sanction de la fraude. C'était la logique des marchés. Marché conçu, dit Michel Foucault, comme lieu de justice. Et qu'il distingue du marché, le marché. Le marché qui, lui, est censé permettre l'ajustement des intérêts pour le plus grand bien-être collectif. Donc il y aurait un véritable saut qualitatif entre ces marchés originaires et le marché, la logique marchande qui va progressivement s'imposer. Et cette logique marchande, on sait bien que c'est Adam Smith, notamment, dans son livre La richesse des nations, en 1777, qui va être le théoricien de cette logique nouvelle. Adam Smith défendant l'idée d'un ordre spontané de marché, la fameuse main invisible du marché, un ordre spontané de marché fondé sur 4 grands principes: liberté, intérêt personnel, responsabilité, concurrence. Cet ordre spontané de marché reposant sur 2 institutions fondamentales. Voilà déjà une idée qui montre que le droit est présent dans cette construction de la logique marchande: la propriété et le contrat. 2 institutions fondamentales pour Adam Smith lui-même. L'intérêt bien compris de chacun, poussant pour Adam Smith à l'utilisation la plus efficace possible des ressources et assurant du même coup la satisfaction des besoins collectifs. L'ordre de marché donc est conçu dans cette perspective comme un ordre économique naturel, autorégulé, théoriquement exclusif de toute dimension publique. Michel Foucault résume cette idée en disant, je cite Foucault, « La main invisible qui combine spontanément des intérêts interdit du même coup toute forme d'intervention, bien mieux toute forme de regard en surplomb qui permettrait de totaliser le processus économique. » Cette présentation classique de l'idéologie économique libérale serait, à mon avis, réductrice. Réductrice, je renvoie ici aux travaux de Polanyi, le fameux livre La Grande Transformation. Polanyi a bien montré que l'idée d'un marché autorégulateur était une idée purement utopique. C'est une utopie sur laquelle la pensée libérale a trop longtemps reposé. Il s'agit donc d'un simple mythe, un mythe qui aurait été véhiculé par la pensée libérale. Pourquoi ? Parce que le laisser-faire n'a rien de naturel.
Pauline dit « Les marchés libres n'auraient jamais pu voir le jour si on avait simplement laissé les choses à elles-mêmes ». Et Pauline dit, contredisant le credo libéral, le laisser-faire lui-même a été imposé par l'État. L'économie du laisser-faire produite par l'action délibérée de l'État. L'État était donc au cœur et à l'origine même de l'institution du marché. Et si l'on relit ces écrits des grands auteurs du libéralisme, on voit effectivement que les libéraux admettent en réalité que l'État a un rôle actif à jouer en vue d'assurer la surveillance de la bonne marche du marché, faire en sorte que soit respectée la liberté de ceux qui échangent sur le marché. Donc l'État apparaissant comme, à travers le droit qu'il produit, comme le garant de la liberté contractuelle, de la propriété individuelle et de la concurrence. Il y a donc bien un ordre public économique dans la pensée libérale. Et lorsqu'on regarde Adam Smith, on voit par exemple que pour Adam Smith, sans doute les pouvoirs publics seront tenus de s'abstenir d'intervenir dans le fonctionnement du marché, mais les pouvoirs publics ont des tâches essentielles à remplir. Défense, justice et même gestion des biens publics. Lorsque vous relisez Adam Smith, vous voyez que la gestion des biens publics incombe à l'État. Donc la vision d'Adam Smith est en fait beaucoup plus nuancée que souvent on l'a dit. Et par exemple, lorsqu'on lit les écrits des physiocrates, on voit que le laisser-faire et laisser-passer prôné par les physiocrates ne les conduit pas moins à donner à l'État une responsabilité essentielle d'assurer le respect de ce laisser-faire, laisser-passer. Il y a donc bien un ordre public dans la pensée libérale, mais l'ordre public conçu de manière limitative. L'État donc doit s'abstenir d'intervenir directement dans les rapports de production et d'échange, mais l'État est appelé à garantir le bon fonctionnement du marché. Et comment ? En établissant le cadre juridique indispensable à son édification et à son épanouissement. Marianne Frison-Roche, que vous avez entendu, si j'ai bien compris, parle très justement, je trouve cette idée très juste, d'un ordre public économique gardien. Gardien, si tant est que les marchés ne se construisent pas sans le droit. Et cet ordre public libéral, ce n'est pas un ordre public uniquement fait de règles impératives à base d'interdits ou de sanctions, mais cet ordre public, et Adam Smith le disait lui-même, implique aussi la prise en charge d'un ensemble d'activités indispensables au fonctionnement de l'économie. Donc ce n'est pas un État qui reste tout à fait spectateur du jeu, mais qui prend en charge directement un certain nombre de biens publics, comme disait Adam Smith. Et donc, vous voyez, certaines visions du libéralisme classique devraient être singulièrement modifiées. La référence à l'ordre public va donc justifier, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé notamment tout au long du XIXe siècle, à la fin du XIXe spécialement, va justifier le renforcement progressif des fonctions d'encadrement de la vie économique qui était tout à fait conforme à la doxa libérale, sur 3 plans au moins. Tout d'abord, au nom de la défense de la libre concurrence, l'État va être amené à préciser les règles du jeu concurrentiel. Et on sait bien que toute une série de législations ou de réglementations précoces aux États-Unis, voire le Sherman Act, le Clayton Act, c'est les États-Unis qui, les premiers, ont établi une législation en ce qui concerne les ententes et les positions dominantes. Donc des législations ou des réglementations vont s'attacher non seulement à la préservation des structures concurrentielles, contrôle des concentrations, égalisation des conditions de la concurrence, mais encore à la protection contre les comportements anticoncurrentiels, entente et position dominante. Première dimension importante. Deuxième aspect, des règles nouvelles vont être adoptées pour assurer la liberté, la régularité des transactions, l'égalité des concontractants, à travers le respect de la propriété privée, le statut des entreprises, etc. Et enfin, et parallèlement à ces mesures de réglementation et de protection, l'État, ne l'oublions pas, va créer les infrastructures nécessaires à l'essor de la production. Je n'y reviens pas, mais c'est évidemment une dimension tout à fait essentielle. Il va faire fonctionner toute une série de services qui sont indispensables au fonctionnement du marché. Tous ces dispositifs de 3 ordres sont en fin de compte compatibles avec l'orthodoxie libérale. Il s'agit toujours, vous l'avez bien compris, d'encadrer le fonctionnement du marché.
sans chercher à se substituer au fonctionnement du marché. Mais à l'intérieur des règles ainsi dictées, le marché donc est censé trouver par lui-même son propre équilibre. Bien, c'est cette logique qui va être mise en cause par le développement de l'État-providence au cours du XXe siècle, et on va avoir une conception toute différente de l'ordre public économique qui va prévaloir avec l'avènement de l'État-providence. Ce sera mon second temps, l'État interventionniste, un ordre public économique extensif, non plus circonscrit mais extensif. Bien sûr, ce qui est en cause, c'est moins la Première Guerre mondiale d'ailleurs, parce que pendant la Première Guerre mondiale, on a pu penser qu'on était confronté à une situation exceptionnelle de crise et que l'ordre public libéral allait se rétablir après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est surtout la crise des années 30, bien sûr, qui va porter un coup sévère à cette conception libérale que j'ai résumée brièvement. Crise des années 30 qui va démontrer les limites de l'économie de marché, l'incapacité de l'économie de marché à résoudre par ses propres forces les contradictions dans lesquelles elle était placée. C'en est fini de l'économie de marché, de l'utopie du marché. Et le livre de Polanyi que je citais, La Grande Transformation, c'est ça pour Polanyi, la fin de l'utopie du marché. La fin de la croyance en l'aptitude du marché à s'autoréguler dans le cadre des règles générales fixées par l'État. L'État est désormais donc invité à intervenir dans le fonctionnement du marché, tenter de remédier à ces fluctuations conjoncturelles, mieux encore, à ces déséquilibres structurels. Et ça va beaucoup plus loin, politique conjoncturelle et politique structurelle. Et donc, une nouvelle vision de l'ordre économique tend alors à prévaloir. Vision de l'ordre économique portée par des courants de pensée extrêmement divers, que je ne peux pas étudier successivement, ce serait trop long. Courants de pensée se réclamant du socialisme, du solidarisme, voire du planisme au cours des années 30. Ces courants de pensée sont opposés sur de nombreux points, mais ils sont portés par une même croyance fondamentale. Même croyance fondamentale dans la nécessité d'une intervention active de l'État dans le jeu économique lui-même. Et on sait bien que c'est le keynésianisme qui va donner sa plus parfaite illustration à cette idée-là. La grande innovation du keynésianisme, c'est de donner à l'État la mission de créer les conditions même de l'équilibre économique. Et comment peut-il le faire ? D'abord, en soutenant la demande globale et en garantissant le plein emploi. Et c'est vrai que le keynésianisme, notamment par la jonction qu'il fait entre politique et social, est l'illustration parfaite, emblématique de ce basculement des représentations. L'ordre public économique est dès lors entendu de manière extensive, en prenant la forme de ce que j'appellerais une mise en tutelle du marché. Une mise en tutelle du marché. Et sur 4 plans encore, je vais toujours très vite, 4 éléments essentiels qui témoignent de ce basculement des représentations. Cet ordre public économique implique d'abord, et là je rejoins Gérard Farja, une fonction de direction de l'économie. Et Georges Ripper lui-même, c'est ce qui intéressait Georges Ripper dans l'article que je citais. Il avait constaté que la liberté contractuelle était toujours davantage mise en cause au nom d'un ordre économique conçu de manière de plus en plus large, passant par la profusion des réglementations. Et Georges Ripper constatait, pour le déplorer, qu'il appartenait désormais à l'État de définir les grandes orientations du développement économique, construire les politiques pour mettre en œuvre ces orientations. Premier élément, une fonction de direction de l'économie. Deuxième changement, l'ordre public économique impliquant une intervention permanente en vue de corriger les déséquilibres de marché. Le droit est conçu donc comme un instrument d'action qui sert non seulement à cadrer le marché, mais encore à atteindre certains objectifs. Ce que certains ont pu appeler un état propulsif. Atteindre certains objectifs, produire certains effets économiques. Troisième aspect, je vais toujours très vite, pour ne pas abuser de votre temps, l'ordre public économique implique, et ça va beaucoup plus loin à mon sens, une action sur les structures mêmes de l'économie. Les structures mêmes de l'économie. C'est-à-dire l'État n'est plus un simple auxiliaire du marché servant à garantir son bon fonctionnement, mais un agent de changement, un vecteur de transformation. Des politiques structurelles cette fois-ci. Et enfin, quatrième élément, l'ordre public va justifier la limitation du champ d'application de la logique marchande.
à travers l'extension de la gestion publique précisément placée hors marché. L'État est en effet appelé à fournir directement un certain nombre de biens et de services d'intérêt collectif allant bien au-delà de la simple conception classique de l'ordre public construit sur le mode de la sécurité. Voilà, 4 changements essentiels, 4 tournants. Et cette conception, vous le sentez bien, implique une authentique rupture par rapport à la vision libérale traditionnelle. Et je reprendrai toujours cette typologie de Marianne Frison-Roche. Nous sommes en désaccord sur bien des points, mais en accord sur ce point-là. Je trouve cette typologie tout à fait pertinente. Marianne Frison-Roche distingue à côté de l'ordre public économique gardien, l'ordre public bâtisseur, promoteur, l'État bâtisseur et promoteur assurant la construction des marchés, fixant les règles de leur bon fonctionnement, mais encore, dit-elle, et c'est très juste, 4e figure, l'ordre public architecte des marchés, c'est-à-dire fixant les contours du marché, ce qui est dans le marché, ce qui est hors marché, à travers ce qu'elle appelle un système d'octroi. Et je trouve que cette idée est tout à fait importante. L'ordre public gardien, c'était l'ordre public libéral classique, ordre public bâtisseur, promoteur et architecte des marchés. Toutes ces représentations vont accompagner et légitimer l'essor d'un État-providence qui, vous le savez bien, va établir un véritable protectorat sur la vie économique. C'est une des caractéristiques, s'il n'y a pas seulement le welfare state, moi j'entends par welfare state des interventions dans le domaine social, mais aussi l'interventionnisme économique qui sera tout à fait caractéristique de cet État-providence. Cette conception extensive de l'ordre public économique, bien sûr, va constituer un défi de taille pour la pensée libérale, et en suscitant en son sein un véritable clivage qui va être tout à fait clair à la fin de la période de l'entre-deux-guerres. D'une part, l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme qui se développe en Allemagne à partir des années 30 justement, autour des travaux de Walter Eucken, Franz Böhm, Röpke également, bien que Röpke c'est un petit peu différent quand même, l'ordolibéralisme qui rompt précisément, il se réclame du libéralisme, il rompt avec la doctrine libérale traditionnelle. Et en quoi ? Eucken part de l'idée que le marché n'est pas un ordre naturel, mais c'est un ordre construit. Tiens, un ordre construit. Et justement qu'il va appartenir à l'État d'établir le cadre juridique nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. Et comment ? Et comment dit Eucken ? Par l'adoption d'une constitution économique. Eucken va jusque-là, une constitution économique. Et dans cette constitution économique vont figurer toute une série de principes. Cette constitution économique couvre, le relisait Eucken, un très large domaine allant du droit des sociétés jusqu'au droit du travail et aux politiques sociales, les politiques sociales étant tout à fait intégrées par Eucken dans cette constitution économique. Action donc ordonnatrice portant sur les conditions d'existence du marché et prolongée, encore une fois, ce qui montre le caractère très, très novateur des travaux d'Eucken et de l'ordolibéralisme, par des actions régulatrices. Pas seulement d'actions ordonnatrices, mais d'actions régulatrices par lesquelles l'État va intervenir dans les processus économiques eux-mêmes quand la conjoncture l'exigera. De l'État, donc, sous surveillance du marché qui était au cœur du libéralisme, on passe à l'idée d'un marché vraiment antithétique, d'un marché sous surveillance de l'État. Alors que l'État était sous surveillance du marché, ça, c'est le marché sous surveillance de l'État. Et Michel Foucault reviendra sur cette... Michel Foucault consacre beaucoup de pages à l'ordolibéralisme et évoquant les implications de ce courant de pensée. L'ordolibéralisme admet par ailleurs la nécessité d'une intervention de l'État pour réguler donc l'économie, ce qui conduit donc à la perspective d'un ordre public extensif. Et effectivement, cet ordolibéralisme conduit la voie libérale dans des directions radicalement nouvelles, au point qu'on parlera à ce moment-là de néolibéralisme. Attention à ce terme néolibéralisme. Le néolibéralisme des années 30 n'est pas celui dont on parle actuellement. Le néolibéralisme vu par l'ordolibéralisme n'est pas celui qu'on entend par néolibéralisme actuellement. Et à un moment
extraordinaire, c'est le fameux colloque Lippmann en 1938. Dans ce colloque Lippmann en 1938, il y a eu beaucoup d'écrits sur le colloque Lippmann. Je vous renvoie au livre de Serge Audier qui a fait un bilan assez récent en 2008 sur ce colloque Lippmann, mais il y avait des travaux avant Serge Audier. Le colloque Lippmann, c'est extraordinaire. Dans ce colloque Lippmann se confrontent les théoriciens du libéralisme traditionnel, von Mises, Hayek, déjà il apparaît, Rueff, le français, et les théoriciens du néolibéralisme ou de l'ordolibéralisme à l'allemande. Voilà, une confrontation extraordinaire dans ce colloque Lippmann en 1938. Et dans ce colloque Lippmann, c'est le courant ordolibéral qui est majoritaire dans ce colloque Lippmann. Et d'ailleurs, cette domination idéologique, je dirais, de l'ordolibéralisme se traduira après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, l'ordolibéralisme imprégnant très fortement l'Allemagne d'après-guerre. Et Michel Foucault insistera beaucoup sur cette influence idéologique de l'ordolibéralisme dans l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les politiques déployées en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale s'inspirant directement des préceptes de l'ordolibéralisme. On en reste là ? Ben non. Ben non, parce que finalement, cette seconde conception minoritaire dans le colloque Lippmann, la conception libérale traditionnelle, finira par s'imposer consécutivement à la crise de l'État-providence. Et là, nous arrivons à la troisième séquence, à la troisième conception de l'ordre public économique, ce que j'appellerais la vulgate néolibérale, un ordre public économique recentré. Alors là encore, impossible ici, et je le regrette beaucoup, je vous renvoie au remarquable ouvrage tiré d'une thèse qu'il avait faite sous ma direction de Vincent Valentin sur les théories néolibérales. Impossible de retracer l'histoire des théories néolibérales qui comportent d'innombrables variantes. Je vous renvoie aussi, Serge Audier aussi a fait un très bon livre sur ces différents courants de pensée. Bref, il y a toute une série de travaux. Les fondations de cette nouvelle version du néolibéralisme ayant été posées cette fois-ci par l'école autrichienne, incarnée par Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Von Mises et Hayek incarnant tout à fait, c'est l'école autrichienne, minoritaire dans le colloque Lippmann, et qui va l'emporter après la Seconde Guerre mondiale. Et qui va l'emporter dans un autre colloque, la confrontation est tout à fait passionnante, en avril 1947, dans un petit village suisse du Mont Pèlerin. Retenez ce terme parce que la Société du Mont Pèlerin existe toujours, elle a été fondée par Hayek. Dans un petit village suisse du Mont Pèlerin a lieu un autre colloque, c'est la revanche du colloque Lippmann. Ceux qui étaient minoritaires dans le colloque Lippmann l'emportent ou font prévaloir leur vue dans ce colloque au Mont Pèlerin. Et effectivement, cette fois-ci, c'est les États-Unis. L'ordolibéralisme, c'était l'Allemagne. Ce sont les États-Unis qui deviennent le point d'ancrage privilégié d'une idéologie qui va gagner progressivement l'ensemble des pays se réclamant du libéralisme économique. Alors il faudrait voir les différentes variantes des thèses. Entre les thèses libertariennes d'un Murray Rothbard, concevant la liberté individuelle comme un absolu, prônant un État ultra minimal, les thèses monétaristes de Milton Friedman et de l'école de Chicago, la théorie des droits de propriété de Ronald Claus, le mouvement Law and Economics, l'école du public choice, etc. Et j'en cite quelques illustrations, mais il y en a bien d'autres encore. Entre toutes ces analyses, il y a évidemment infiniment de nuances. Et l'ordre public économique, si on analyse chacun de ces courants, est conçu lui-même de manière différente. Et évitons de simplifier. Les analyses sont en divergence sur toute une série de points, et une série de points qui sont vraiment tout à fait importants. N'empêche que les auteurs se retrouvent quand même d'accord, c'est bien un courant de pensée quand même, malgré toutes ces variantes, ils se retrouvent autour de quelques idées forces. Un individualisme radical, la valorisation de la raison économique au détriment de la raison politique et l'affirmation de la primauté du marché. Ça, c'est les trois points communs, à mon avis. Individualisme radical, valorisation de la raison économique au détriment de la raison politique et l'affirmation de la primauté du marché. La dénonciation des méfaits de l'interventionnisme économique constituant un commun dénominateur à tous ces courants. Interventionnisme économique qui entraînerait le dérèglement de l'économie, qui menacerait les libertés individuelles, ça c'est les travaux surtout de Hayek,
Voilà. Il conviendrait donc de revenir sur cette évolution, de remettre en cause cette évolution en restaurant les mécanismes de marché. Mécanismes de marché censés être seuls compatibles avec l'efficacité économique et avec la liberté individuelle. Donc la dogmatique libérale, discréditée par le développement de l'État-providence, revient en force, avec des bémols que j'indiquerai dans quelques instants. Évidemment, c'est Hayek qui poussera sans doute le plus loin cette logique de manière d'ailleurs parfaitement cohérente. Hayek réactivant le mythe du marché autorégulateur, poussant cette logique très loin. Vous connaissez les théories d'Hayek, je les résume quand même brièvement. Pour Hayek, la supériorité du marché réside dans le fait que l'ordre du marché échappe à la volonté humaine, à l'arbitraire d'une instance supérieure, surplombant le marché. Ce n'est pas un ordre hétéronome, dit Hayek. Et puis, cet ordre qui échappe à toute volonté humaine n'obéit à aucune hiérarchie de but. C'est un ordre spontané, une catalaxie, dit Hayek. Ordre spontané qui est engendré par l'ajustement des préférences individuelles. Nous retrouvons le thème de l'individualisme qui est au centre de la pensée de Hayek. Chacun étant conduit par le gain qu'il recherche à servir des besoins dont il n'a pas la connaissance directe et dont un ordre collectif se construit à partir de là. Oui, certes, mais ne caricaturons pas Hayek. Parce que l'ordre marché, lorsqu'on lit Hayek, n'en implique pas moins l'existence, je cite Hayek, d'une armature permanente de lois. Armature permanente de lois, c'est-à-dire de règles définies a priori, de règles fixes, abstraites, impersonnelles, générales, déterminant la gamme de choix possibles pour les individus. Ces règles-là, ce qu'il appelle nomoi, ne sont pas posées par une autorité, mais dérivent des conditions d'un ordre spontané et sont découvertes, et notamment par les juges. Hayek donne une importance tout à fait essentielle aux juges. Et ces règles-là conditionnent bien l'existence de l'économie de marché. Et donc on voit bien que toutes ces analyses de Hayek, dans ces analyses de Hayek, on voit bien les linéaments d'un ordre public économique, bien que cette idée ait été souvent controversée. Et donc, et Hayek d'ailleurs ayant poussé le plus loin la logique néolibérale. Les néolibéraux, prenant quelques distances d'ailleurs avec cette dogmatique hayekienne, vont être dans tous les cas admettre la nécessité d'un ordre juridique indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché. Là, il faudrait, par exemple pour Milton Friedman, de manière un petit peu surprenante, Milton Friedman, théoricien donc du monétarisme, etc., et Milton Friedman, dès 1948, recommande d'inscrire dans les constitutions nationales une règle d'équilibre des finances publiques, dans la Constitution. Ça évoque vaguement l'ordolibéralisme à l'allemande. Et de même, Richard Posner souligne qu'en protégeant les droits fondamentaux, la Constitution contribue au développement économique. Donc, vous voyez, le rôle important de ces règles du jeu inscrites dans une Constitution. Ce n'est pas uniquement les juges au sens de Hayek, c'est aussi la Constitution qui doit fixer un certain nombre de règles du jeu. La question de la concurrence, qui est au principe même de l'économie de marché, est dès lors placée par les néolibéraux au cœur même de l'ordre public économique. Et ce qui renvoie exactement à un colloque qu'on avait tenu ici même, en l'honneur de Pirovano, colloque qui a été publié, l'ordre concurrentiel, Pirovano ayant parfaitement montré que l'ordre de marché, c'était essentiellement un ordre concurrentiel. La question des concurrences, donc, étant placée au cœur même de cet ordre public économique recentré. L'ordre public économique donc, ne saurait justifier la profusion des réglementations économiques, l'extension de la sphère de la gestion publique, la conception volontariste d'un État doté de la capacité d'ordonner le développement économique fait place à la vision d'un État pleinement inséré dans l'économie de marché et tenu de se plier à ses contraintes. En revanche, l'État est invité, au nom de l'ordre public économique, à réguler le jeu de la concurrence.
et notamment en assurant le respect d'une concurrence loyale, non faussée, voire à faire prévaloir certaines exigences au nom de l'intérêt général. Et lorsque vous lisez une série de décisions, puisque j'ai cité en début de mon propos ces décisions juridictionnelles, lorsque vous lisez une série d'études sur l'ordre public économique ainsi conçues, ces études insistent bien sur la nécessité d'intégrer dans l'ordre public économique néolibéral d'autres variantes tenant à l'intérêt général. Pour les néolibéraux, donc, cette fonction de régulation devrait incomber à des organes dotés d'un statut d'indépendance par rapport au pouvoir politique, ces fameuses autorités de régulation indépendantes, et ces organes respectant un certain nombre d'exigences fondamentales telles que impartialité, transparence ou proportionnalité. Régulation qui se situe donc aux antipodes du dirigisme de l'État-providence, présupposant l'existence de marchés ouverts dans lesquels les opérateurs disposent d'une capacité d'action autonome, déploient des stratégies concurrentielles. La régulation visant seulement à maintenir un équilibre d'ensemble sans fausser la logique marchande. C'est ça la conception néolibérale que je résume. Eh bien, ces conceptions néolibérales ont connu, vous le savez bien, une spectaculaire diffusion à partir des années 1980-90. Devenues hégémoniques, ces conceptions vont servir de soubassement idéologique au redéploiement de l'État dans l'économie via les processus de déréglementation et de privatisation qui en sont l'illustration emblématique. L'impact de ces conceptions a été cependant, à mon sens, plus large en sous-tendant les processus d'européanisation et de mondialisation. Ce sera le dernier point et la dernière conception possible de l'ordre public économique que j'évoquerai maintenant. Quatrième configuration donc, un néolibéralisme que j'appellerais conquérant, un ordre public économique élargi. Ces thèses néolibérales ont connu en effet un remarquable prolongement en débouchant sur la conception d'un ordre public économique débordant le cadre étatique, allant au-delà de l'État. La logique du marché est donc appelée par les néolibéraux à s'étendre en devenant la clé de voûte des échanges économiques internationaux. Et des règles doivent être posées à ce niveau pour assurer le bon fonctionnement d'un marché devenu mondial, garantir le jeu de la concurrence qui est le principe fondateur de ce marché mondialisé. Et donc, à partir de ça, et ça c'est à partir des années 90 surtout, le néolibéralisme va acquérir une dimension et une portée nouvelle, devenant donc le soubassement de ce que j'appelle un ordre public élargi. Ordre public élargi placé en surplomb des États, pesant comme contrainte sur les États. Le néolibéralisme a donc exercé une influence déterminante, vous le savez, dans la construction européenne, puisque cette construction européenne a été fondée sur le principe de la libre concurrence. Les traités européens investissant les instances européennes, communautaires d'abord puis européennes maintenant, de la mission de lutter contre les entraves ou les distorsions à la logique concurrentielle. Et donc, le fameux arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, affirmant l'existence d'un ordre juridique communautaire distinct et supérieur à celui des États, a été le moyen de faire prévaloir finalement cette rationalité économique. Relevons cependant que cet empire du néolibéralisme dans la construction européenne n'a pas été au départ exclusif. Je vous renvoie à un très bon livre d'un Américain, Wartelek, qui, sur la gouvernance européenne et la globalisation mondiale, qui montre qu'il y avait au départ trois conceptions qui coexistaient et qui s'affrontaient d'ailleurs au moment de la construction européenne. Trois idéaux types de politique économique. Ce qu'il appelle une politique socialement orientée visant à réduire les inégalités sociales et régionales, une politique qu'il appelle néo-mercantiliste, privilégiant la défense d'appareils productifs nationaux, et enfin, troisième courant, une politique pro-marché, cette fois-ci misant sur
la libéralisation des échanges. Et l'équilibre entre ces trois conceptions a été pendant longtemps incertain. C'est donc le véritable tournant, c'est l'acte unique en 1986 qui a fait triompher la troisième conception. Alors que l'ordolibéralisme était assez présent jusqu'à l'acte unique, finalement, il y a un basculement vraiment qui s'est produit vers une logique pro-marché à partir de l'acte unique. Donc, à l'ordolibéralisme à l'allemande succède un néolibéralisme à l'américaine, dit Warlouzet dans ce livre paru en 2017 chez Routledge. Donc le rapport de force ayant basculé à la faveur de l'acte unique de 1986. Et c'est à ce moment-là, montre-t-il, qu'une nouvelle approche de la politique de la concurrence, reposant sur l'analyse économique et fortement marquée par les idées néolibérales, tente à prévaloir au niveau de l'Union européenne. Plus généralement, le néolibéralisme va être promu au rang de véritable idéologie monde au cours des années 90, devenant un puissant moteur de l'entrée de l'économie mondiale dans l'ère de la globalisation. La globalisation va prendre appui sur un ensemble de croyances propagées par les thuriféraires de la pensée néolibérale. Quelles croyances ? Croyance dans la supériorité des mécanismes de marché, croyance dans les bienfaits de la concurrence, croyance dans les effets positifs de l'ouverture des frontières. Et toute une série de cercles de réflexion va assurer la diffusion, la propagation de ces croyances, alimentant le mythe de ce qu'on a pu appeler une mondialisation heureuse. Parmi ces cercles de réflexion, le fameux forum de Davos, auquel participent chaque année au mois de janvier ce qu'on appelle les global leaders, tous ceux qui sont influents au regard de la politique mondiale, la Société du Mont Pèlerin, je citais tout à l'heure la petite ville du Mont Pèlerin, cette Société du Mont Pèlerin, issue de la conférence de 1947, réunit les représentants les plus illustres de la pensée économique libérale, et un cercle encore plus restreint, le Bilderberg, trois cercles qui contribuent à l'actualisation des thèses néolibérales. Les organisations internationales assurant et prolongeant ces réflexions par la formulation de recommandations dans le cadre de l'OCDE ou de prescriptions dans le cadre du FMI et de la Banque mondiale. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas seulement de laisser jouer librement les mécanismes de marché. Le mythe d'une économie mondiale capable de s'autoréguler, parfois ce mythe a circulé, mais on constate que le droit de la mondialisation va être construit progressivement pour combattre les dérives de cette mondialisation économique non contrôlée. Donc un ensemble de dérives va conduire à mettre l'accent progressivement sur la nécessité, l'impératif d'une régulation. L'idée que des règles sont nécessaires, non nécessaires pour atténuer les inégalités de tous ordres générées par la mondialisation, garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché, la mondialisation des échanges supposant toute une série de garanties, loyauté, transparence, égalisation des conditions de la concurrence. Donc toute une série de règles du jeu qui vont être adoptées, notamment pour lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent sale, les paradis fiscaux, voire toute une série de mesures prises dernièrement. Et à travers toutes ces règles élaborées sous l'égide des organisations internationales, OMC pour le commerce, FMI Banque mondiale pour les flux financiers, se dessine progressivement un ordre public économique d'inspiration néolibérale à l'échelle mondiale. Et donc on retrouve cette idée d'un ordre public économique élargi au niveau mondial. Et cette construction, du même coup, pose le problème de l'articulation entre cet ordre politique élargi et les ordres politiques économiques construits dans le cadre des États. Les ordres publics économiques construits dans le cadre des États vont se trouver concurrencés, je dirais, surplombés par ces règles émergeant au-dessus d'eux et en dehors d'eux. Et donc, du même coup, les règles qu'ils ont construites vont être passées au crible de ces principes dégagés au niveau supra-étatique, éventuellement remis en cause au nom du jeu de la concurrence.
et donc les États apparaissant du même coup régulateurs régulés autant que régulateurs. Reste bien évidemment que les linéaments de cet ordre public économique transnational surplombant les États sont fragiles. Et depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, cet ordre public économique transnational a été exposé à de très fortes secousses. Toutes les mesures prises par Donald Trump au nom de l'America First sapent les fondements ou les fondations de cet ordre public économique mondial. On pourrait citer une série de mesures décidées par Donald Trump, le retrait de l'accord de Paris sur le climat, le retrait du pacte mondial sur l'immigration, retrait de l'UNESCO, ça concerne les aspects culturels, les critiques virulentes qu'il adresse à l'OMC. L'OMC, vous le savez, est au risque d'être paralysé puisque l'organisme de règlement des différends, qui normalement comporte 7 juges, n'en comporte plus que 3. S'il y en a un qui disparaît, l'ORD ne peut plus fonctionner. Donc l'Organisation mondiale du commerce, son sort est lui-même suspendu aux initiatives que Donald Trump pourrait prendre à cet égard. Donc incontestablement, cet ordre public économique mondial s'est trouvé déstabilisé notamment par la montée d'un protectionnisme économique, le refus des contraintes du multilatéralisme que Donald Trump a encore rappelé devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je rappelle ce que Donald Trump a déclaré dans l'Assemblée générale le 25 septembre dernier. Nous n'abandonnerons jamais la souveraineté américaine à une bureaucratie mondiale non élue et irresponsable, Donald Trump rejetant l'idéologie du mondialisme. Et donc c'est vrai que les fondations de cet ordre public économique et mondial paraissent du même coup assez fragiles et aléatoires. Voilà cette présentation rapide que je voulais faire, très résumée que je voulais faire. Je voulais simplement montrer que la notion d'ordre public économique, c'est à mon avis une notion constitutive du marché. Il n'y a pas de marché sans un ordre public économique. Simplement, cette notion d'ordre public économique a pris des contours et acquis une portée différente suivant les différents contextes que j'indiquais. Et la promotion récente que le concept a ne signifie pas qu'il s'agit d'une notion nouvelle. C'est une notion qui est vraiment, à mon sens, sous-jacente aux principes mêmes qui commandent les rapports économiques. Et sur ce plan-là, je m'inscris tout à fait en continuité de la pensée de Gérard Farja. Donc, une généalogie de l'ordre public économique est, à mon sens, indispensable, montrant que différentes conceptions de cet ordre public économique se sont succédées, et que cet ordre public économique s'est appuyé sur un ensemble de représentations fortement marquées d'idéologie. Droit et idéologie ont donc partie liée en ce qui concerne la construction de cet ordre public économique. Voilà les quelques mots que je voulais indiquer.